Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à Penser le présent. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Johann Sfar, que vous connaissez tous, mais ça ne nous empêchera pas de creuser notre sujet. C'est le dernier rendez-vous de cette année 2022. L'année prochaine, nous commencerons l'année avec Clément Chéroux, qui est conservateur, qui a dirigé une branche du MoMA consacrée à la photographie vernaculaire et qui revient diriger la fondation Henri Cartier-Bresson. Puis nous recevrons la semaine d'après Timothée Paric pour son essai, qui est un économiste, pour son essai Croissance ou mourir. Voilà des thèmes qui sont ceux qu'aborde la programmation culturelle, c'est-à-dire de l'anthropologie, de la philosophie, de l'économie, tous les thèmes qui permettent à nos étudiants de penser le présent. Ce soir, donc, je reçois Johann Sfar. Merci, Johann Sfar, d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et ma première question, elle concerne une période, parce que je vous avoue, je me suis beaucoup intéressé à la bande dessinée. Et pourquoi, à un moment, j'ai débranché de la bande dessinée, si je puis dire, c'est que au début des années 90, il semble que, pour ma part, en tout cas, l'âge d'or de la bande dessinée semblait prendre fin. En 83, c'est l'arrêt du magazine À Suivre, qui s'était vendu à plus de 50 000 exemplaires et qui se caractérisait par des romans en BD d'un format très long, inhabituel pour des formats qui d'habitude sont ceux de 48 pages, ou encore Métal Hurlant, qui, dans sa première formule, cesse de paraître en 87, mais aussi du célébrissime Pilote, qui a permis à bien des expérimentations, et c'est aussi la fin de Futuropolis. Vous qui êtes né en 71, à Nice, un peu à l'écart de toute cette effervescence, comment avez-vous vécu les choses? Je sais qu'on a une curiosité insatiable quand on a 18 ans, mais comment avez-vous rebondi à la mort de toutes ces revues et ces maisons d'édition, parce que Futuropolis c'était aussi une maison d'édition. Comment sont passées les choses? Est-ce que vous étiez un inconditionnel ou plutôt un lecteur occasionnel de toute cette bande dessinée dans ces années-là? C'est une vaste question. C'est marrant parce que je me suis très peu exprimé sur l'histoire des bandes dessinées, donc je vais essayer de le faire le plus brièvement possible. Je viens d'une famille juive, d'Algérie du côté de mon père, d'Ukraine du côté de mon grand-père. Mon grand-père est arrivé en France dans les années 30, sa famille est restée en Ukraine, a disparu pendant la Shoah par balle, et lui a été un des médecins de la brigade Alsace-Lorraine. Et mon père était favorable à Ferhat Abbas, ce qui fait qu'il a dû quitter l'Algérie en 57, c'est-à-dire avant la guerre d'Algérie, puisqu'il était favorable à l'indépendance d'Algérie. Je raconte ça pour expliquer que j'ai grandi dans un creuset laïque, républicain, et très croyant, dans le sens où ma famille était croyante dans les valeurs de la République, de la loi, de la France, de tout ça. Dans ce contexte-là, ce qu'on aimait dans ma famille, c'était les belles lettres. Donc mon père était un avocat niçois à succès, il voulait que je fasse des études de littérature, de philosophie, de tout ce qu'on voudra. Donc ma passion pour les bandes dessinées, ça a toujours été toléré avec bienveillance. Mais enfin, même après 15 ans de métier comme auteur de bande dessinée, mon père me demandait toujours quand j'allais finir ma thèse de philo. À ce titre, les Beaux-Arts de Paris, où je suis arrivé en, je crois, 92, je suis pas sûr, faut vérifier, m'ont un petit peu sauvé parce que si c'était aux Beaux-Arts, ça paraissait sérieux aux yeux de mon père. Le problème très pratique auquel j'ai été confronté en ce qui concerne les bandes dessinées, c'est que à partir de l'âge de 14 ou 15 ans, j'ai commencé à envoyer des projets aux éditeurs, tous éditeurs confondus. Et les éditions Casterman avaient la gentillesse de me répondre. Donc parfois, je faisais le voyage à Paris pour rencontrer Jean-Paul Mougin, qui dirigeait la revue À Suivre à cette époque-là. Je voyais aussi Edmond Baudouin, qui habitait à Nice. Je voyais le dessinateur Fred, qui était souvent à Nice. J'ai rencontré Pierre Dubois, qui a été mon maître en bande dessinée, qui travaillait chez Dupuis et chez Casterman. Je l'ai rencontré à l'âge de 16 ou 17 ans. J'ai rencontré Moebius à l'âge de 18 ans. Et ce sont des gens qui m'ont beaucoup entouré avec bienveillance, avec agacement, parce que j'étais encore plus prétentieux à l'époque que maintenant. J'ai pas attendu d'être publié pour être pénible. Et bon, il y avait, et donc la vraie question concrète à l'époque,
et qui est la même que se posent les auteurs aujourd'hui, c'est comment on va faire pour vivre des bandes dessinées. Donc il y avait le rêve d'être publié dans un des journaux comme Fluide Glacial, comme À Suivre, comme tout ça. Donc j'étais à Nice, j'y parvenais pas. La solution que j'avais trouvée pour que ça se passe bien avec mon père, c'est que je mentais. Donc Johan, tu les lisais quand même. Ah bah bien sûr, mais bien sûr. Il y a une grande différence avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il se publie 5000 bandes dessinées par an. À l'époque, c'était 300 et il y avait 3 journaux. Donc évidemment que tout le monde lisait tout. Voilà. Ce qu'on a appelé l'âge d'or des bandes dessinées en France, c'est très simple. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, l'embargo nazi sur les bandes dessinées américaines a été reconduit par les catholiques d'un côté, par les communistes de l'autre, qui se sont tombés d'accord pour laisser un espace pour la bande dessinée francophone, on va dire franco-belge. Ils ont mis la main sur les stocks de papier, ils se les sont partagés entre édition communiste d'un côté, ça a donné Vaillant, ça a donné Pif, édition catho de l'autre, ça a donné Bayard, Fleurus, ce que vous avez également en Belgique, et ils ont réussi à faire perdurer un espace de bande dessinée francophone qu'on a appelé franco-belge, qui évidemment a évolué, qui avec Goscinny et ses copains est devenu sale gosse avec Pilote, avec tout ça. Et puis il y a eu un âge d'or de la presse. Quand on arrive là-dedans, on te dit toujours que c'est le pire moment pour commencer à être auteur. On te dit toujours que tu n'y arriveras pas, et à chaque génération, il y a une nouvelle raison pour ne pas y arriver. Et j'ai eu la chance... Donc j'étais élève aux Beaux-Arts, j'ai eu la chance, après 2 ou 3 ans aux Beaux-Arts, de rencontrer les gens de l'atelier Nawak, qui avaient créé l'association moins d'1 an avant. Donc je suis arrivé à l'association moins d'1 an après sa création. Je suis arrivé à l'atelier Nawak le même mois que Christophe Blain, quelques mois avant Emmanuel Guibert. Il y avait déjà dans l'atelier Lewis Trondheim, David B, Jean-Christophe Menu, Tronchet, Émile Bravo, Frédéric Boilet, enfin toute une bande d'auteurs. Oui, Johan, avant de parler de l'association, j'aimerais bien que tu nous parles, là on a vu tes débuts à Nice, j'aimerais bien que tu nous parles justement de ton arrivée à l'école des Beaux-Arts. Alors qu'est-ce qui se passe à l'école des Beaux-Arts? Comment tu es accueilli quand tu souhaites faire de la bande dessinée? Est-ce que d'abord tu expérimentes la peinture? Parce qu'on sait que la peinture joue un grand rôle aussi dans ton travail. Alors, oui, ça c'est une histoire géniale. Je connaissais rien aux grandes écoles, aux machins, etc. Je m'étais foutu à Nice dans une école qui s'appelle la Villatiole, en plus de mes études de philo. J'avais la chance d'avoir Clément Rosset en philo qui a changé ma vie. J'étais à l'université de philo à Nice. Mais pour les... Bienvenue. Je vous en prie, bienvenue. Et donc j'étais en plus des cours de fac à Nice dans une école où on faisait de la peinture, on allait dire de manière péjorative pour les retraités, c'est-à-dire on faisait de l'aquarelle, on faisait de la peinture, on faisait de la sculpture. Je considère que c'est la meilleure formation. Et je vois à la télé un jour un reportage qui montre Jean-François Debord et ses 2 assistants, Fontaine et Comard, dans l'amphi de Morpho en train de dessiner de l'humain, Debord dans la galerie de Morpho en train d'expliquer un squelette. Moi, pendant ce temps, à Nice, je négociais avec mes copains médecins légistes pour assister aux cours de médecine légale. Donc j'allais faire des autopsies à Nice, ça m'apprenait pas grand-chose, ça m'angoissait un peu, et comme mon père voulait plus que j'y aille, il faisait exprès de faire du steak quand je rentrais d'une autopsie. Donc je découvre qu'il y a à Paris un endroit où on peut manipuler des squelettes, ça me plaît, ou le dessin... Et j'y vais en pensant que ça va être le paradis des bandes dessinées. C'est pas exactement ce qui s'est produit. J'ai eu la chance d'être reçu à bras ouverts par Debord, Comard et Fontaine, qui sont depuis mes maîtres, ma famille, tout ce que vous voulez. Pour vous donner une idée, quand Debord est arrivé en 1968 à l'école des Beaux-Arts, la première chose qu'il a fait est de brûler le matériel de dissection en disant « on ne disséquera plus aux Beaux-Arts, les élèves des Beaux-Arts ne disséqueront plus, on ne fera plus d'anatomie, on ne coupe pas le corps en morceaux, les plus mauvais dessinateurs du monde sont les médecins, on fera de la morphologie ». C'est-à-dire le corps en mouvement, c'est-à-dire l'étude conjointe de l'organisme humain, de l'animal, et quand on n'y arrive pas, on regarde un arbre et on a les réponses. Et Jean-François Debord a fait fabriquer, j'espère que je ne sors pas de la caméra, le tableau que vous voyez ici, qui est un tableau coulissant, sur lequel, 2 fois par semaine, pendant 3 heures, il tombait un nu de 3 mètres sur 5. Ça pouvait être Sardanapale, ça pouvait être un Lautrec, ça pouvait être un jeune homme qu'il avait vu dans la rue. Et il mettait ensuite les os, les muscles, les tendons, tout ce qu'on veut. Il dessinait là-dessus avec la légèreté de Rembrandt qui prendrait un bambou. Et j'ai vécu dans l'amphi où vous êtes aujourd'hui mes pires moments de terreur, c'est-à-dire j'avais rencontré le maître d'une vie, j'arrivais 1 heure en avance au cours, je remplissais 20 ou 30 pages à la plume parce que je tenais à dessiner à la plume parce que pendant les cours de Debord,
Et ça se terminait toujours par Debord qui refusait de voir mon travail. Il s'est passé un événement malheureux, enfin peut-être heureux. J'ai été admis à l'atelier Caron à l'école des Beaux-Arts. C'est l'époque où les massiers de chaque atelier étaient de véritables petits dictateurs. J'ai été assez mal accueilli, ça se passait pas très bien. En plus, je venais avec mes 2 chats et un des modèles avait un chien, enfin c'était compliqué. Et j'ai pas trouvé mieux que d'amener des carcasses de moutons à l'atelier. Et malheureusement, j'ai eu la grippe. La carcasse de mouton a passé 15 jours sous un linge. Ils ont soulevé le linge, il y avait des vers. Ils ont prétendu que c'était ma faute, ils m'ont viré. J'ai utilisé ça pour expliquer à Debord, Comard et Fontaine que je devais être à plein temps en morpho, ce qui n'était pas prévu dans l'école. Et Debord a eu cette phrase, il a dit « À condition qu'on ne voit jamais vos œuvres, vous aurez la gentillesse de les retourner contre le mur avant de partir. » Je suis très circonspect sur la gentillesse et l'aménité que j'ai vis-à-vis de mes élèves aujourd'hui et le rapport très humain qu'on entretient avec des élèves, parce que j'ai appris le dessin dans les conditions les plus coercitives et les plus dures qu'on puisse imaginer. Je ne l'ai jamais regretté une seule seconde. Et l'époque et mon caractère font que je ne parlerai jamais à un élève comme mes maîtres de morphologie m'ont parlé, mais je leur en suis éternellement reconnaissant. J'en ai eu un autre qui était dur comme ça, et ça ne se voyait pas, c'était Cabu. Quand je suis arrivé à Charlie Hebdo, j'ai eu la chance de rencontrer Topor, Moebius, j'ai rencontré tous les grands dessinateurs. Cabu est celui qui m'a le plus marqué pour une raison simple, peut-être Quentin Blake aussi. Il avait la plus grande gentillesse du monde, jamais un mot plus haut que l'autre, jamais un mot méchant, sauf que quand on faisait un dessin et que ça ne se tenait pas, il le disait avec des mots qu'on n'oubliait pas, et il disait « ça tu refais ». Et on refaisait, et le génie de Cabu, c'est que c'était sans crayonner, sans esquisse, sans rien, c'était des gros marqueurs sur du papier blanc. Donc j'ai eu cette terreur formatrice. Voilà. Et est-ce que tu as expérimenté d'autres aspects qui sont développés dans l'école et peut-être qui n'existaient pas dans les années 90, mais il y a la forge, la photo, est-ce que c'est la céramique, est-ce que ces aspects-là, tu les as expérimentés ou tu t'en es tenu au dessin et à la peinture? Non, j'allais un peu partout parce que j'ai bien aimé la litho, j'allais à l'atelier Blois, je m'étais fait plein de copains, il y avait un monsieur qui était assistant à qui il manquait des doigts, il était marrant comme tout. Et puis j'aimais bien l'école des Beaux-Arts pour son histoire. L'honnêteté oblige à avouer qu'à l'époque, l'école était extrêmement hostile aux bandes dessinées. C'est-à-dire que plus les plasticiens qui enseignaient dans l'école faisaient quelque chose hérité des bandes dessinées, c'est-à-dire des gens qui faisaient des grandes peintures avec une bulle de BD, plus ils haïssaient les bandes dessinées, ils haïssaient le dessin. Debord était spécialiste pour aller faire un scandale dans les ateliers. Une des plus grandes colères de Debord, mais elle était extraordinaire, il y avait un des enseignants de l'école, et je ne vais pas le citer, il est très célèbre, qui était passé à France Culture, et il avait dit « On ne peut plus représenter la figure humaine après Auschwitz, je suis un peintre post-auschwitzien ». Debord avait débarqué dans son atelier en hurlant, et il avait dit « Je souhaite rappeler à ce monsieur que le nazisme n'était pas un mouvement d'art plastique et que les compétences en aquarelle de Hitler étaient assez médiocres ». Après, il a claqué la porte et il est revenu. Il y avait toute cette polémique après, avec Adorno. Voilà. Après Auschwitz, on ne pouvait plus toucher la fédération. Il y a une histoire très belle chez Jean-François Debord. Je crois qu'il a été et l'âme et l'honneur de cette école. Je vous recommande d'aller voir ses cours qui sont visibles aujourd'hui sur. Et il a les élèves qui ont été ici. Je parle de Henri Cartier-Bresson, je parle de tous les animateurs de Disney qui sont venus se former ici, je parle des générations d'artistes qu'on retrouve dans le monde entier qui ont appris chez Debord, forment une espèce de confrérie comme j'ai pas vu ailleurs que dans Harry Potter. C'est-à-dire qu'il y a eu réellement une école de magie ici, c'était Jean-François Debord. Je suis obligé d'avouer qu'à l'époque, le reste de l'école m'intéressait de manière très périphérique. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, ça a changé parce que l'art contemporain au sens large s'est ouvert à la bande dessinée et vice-versa. Je pense que les auteurs de bande dessinée sont devenus moins cons. On a compris qu'on peut faire de la bande dessinée et qu'on est très heureux d'être avec des gens qui font des créations corporelles, qui font des installations. Ils sont contents de voir des dessinateurs venir faire la topologie. Enfin, il y a une... Et puis les élèves sont différents. Il y a des élèves qui arrivent avec des envies pluridisciplinaires. J'ai l'impression, et c'est une bonne nouvelle, que les bandes dessinées ont plus grand chose à prouver et elles ont leur place dans le champ à la fois plastique et littéraire. Donc voilà, les guéguerres de l'époque me paraissent un peu ridicules aujourd'hui. Et donc, ton premier ouvrage, il est publié en 1994 à l'association. Donc c'est là, moi j'avais lâché un peu évidemment la bande dessinée, comme je te le disais, mais l'association, c'est quand même une maison d'édition fondée par
des dessinateurs de bande dessinée qui va avoir tout de suite un prestige extraordinaire. Donc c'est là où tu débutes. Comment ça s'est passé? Parce qu'après, tu as fait des déclarations comme quoi tu ne voulais plus travailler avec l'association, puis tu es revenu pour Paxin. Non, j'ai rien dit de tel. Ce que je souhaite juste nuancer la légende dorée de la bande dessinée alternative française. J'ai commencé, en fait, j'envoyais des projets depuis l'âge de 14 ou 15 ans à tout le monde, et j'ai signé la même année des projets à l'association, aux éditions Cornelius, chez L'Œil électrique, qui allait devenir les éditions Frémoc, chez Dargaud et chez Delcourt. Donc j'ai signé partout et j'ai travaillé partout. L'histoire de l'association, qui à mes yeux est encore plus noble et plus belle, c'est le rassemblement de 6 créateurs, c'est-à-dire David B, Lewis Trondheim, Jean-Christophe Menu, Moquette, Kilofer et Stanislas, qui se sont unis tout simplement parce que personne ne voulait les publier. Parce que à suivre leur disait le mois prochain, Dargaud leur disait le mois prochain, et au bout d'un moment, voyant que personne ne voulait les publier, ils se sont auto-publiés. Olivier Marbeuf et Yvan Alagbé, qui ont créé L'Œil électrique, qui est devenu ensuite les éditions Frémoc, c'était la même chose, c'était l'envie de publier leurs propres œuvres. Le choix du noir et blanc à l'association, c'est pas une envie de noblesse, c'est juste que c'était moins cher à imprimer. Mais ces contraintes-là ont amené quelque chose de lisible dans la bande dessinée française, quelque chose d'assez singulier. Et il y a eu quelque chose, chez moi qui a été fondamental, mais dès le début, moi je suis quelqu'un de syncrétique, je suis quelqu'un qui a besoin que la bande dessinée se mélange à la littérature, au théâtre, aux autres d'art. Il y a une manière dans l'association de singer les plus mauvais côtés du mouvement Dada qui me faisait marrer déjà à l'époque. C'est-à-dire quand Jean-Christophe Menu fait semblant d'être André Breton, je préfère qu'il dessine, je préfère qu'il fasse de la maquette. Moi, j'ai jamais été dupe de moi-même, je sais que je dis énormément de conneries. J'ai toujours une petite gêne pour mes camarades quand ils le sont. J'aime Topor, j'aime la provocation, j'aime la bizarrerie, j'ai la pureté en horreur, même quand elle vient de chez les artistes. Et quand on commence à croire en soi-même, c'est un peu inquiétant. Là où il faut nuancer également, c'est quand on parle de l'influence de l'association à l'époque, on parle d'albums qui se vendaient à 600 ou 700 exemplaires, parfois 1000. Donc on est dans une fabrique, on avait des adhérents, ce qui faisait qu'on avait une liberté totale. Les adhérents, je crois qu'ils étaient moins de 600. Quand on publiait un comics chez Cornelius, qui est une autre maison d'édition, ça se vendait à 300 ou 400 exemplaires. Donc c'est quelque chose de très, presque groupusculaire. Les choses ont changé quand Marjane Satrapi est arrivé et quand Persepolis est devenu un immense best-seller, par exemple. Donc, très rapidement, tu publies plusieurs récits par an, puis tu te diversifies avec des éditeurs, comme tu l'as dit, à l'association, j'ai noté l'association Delcourt, Dargaud, Dupuis, Rudsève, Gallimard, Albin Michel, pour un total d'environ, aujourd'hui, presque 150 publications, en un peu moins de 30 ans. Bravo. Pourquoi tant de maisons d'édition? On dit souvent qui a plusieurs maisons perd la raison. D'abord parce que je suis, enfin en tout cas dans le domaine professionnel, je suis un homme très infidèle. Ensuite parce que j'ai le goût de la culture de masse. Moi, ma plus grande leçon de bande dessinée, je l'ai prise quand je suis allé chez Dargaud avec je ne sais quel projet, et l'éditeur de l'époque, Guy Vidal, m'a dit raconter une histoire pour les gens intelligents, raconter une histoire intelligente pour les gens intelligents, c'est à la portée du premier convenu. Raconter une histoire intelligente qui s'adresse à tous, ça c'est vraiment difficile. C'est un défi qui m'a beaucoup plu. Le fait d'avoir été entouré par Fred, par Moebius, par Pierre Dubois, j'étais chez des gens qui étaient dans la littérature populaire, qui étaient dans l'idée du roman popu, quand Simenon parle d'un roman qu'on écrit en une journée et que si on ne change pas sa chemise parce qu'elle transpire, c'est que c'est pas bien, je suis de cette école-là. Donc j'ai revendiqué non pas la pacotille, mais la littérature populaire et foisonnante. Donc j'ai pas du tout la culture du chef-d'œuvre. Je suis très gourmand dans tout ce que je vais faire. Tu as même écrit dans un de tes carnets « Le jour où je n'éprouverai plus le besoin de raconter, je me mettrai une balle dans la tête ». J'avais quel âge? Est-ce que c'est pour faire un effet ou c'est toujours vrai? Non, mais c'est pas ça, c'est que il y a une vraie tristesse à pas dessiner, à pas écrire, à pas raconter des trucs. Je suis très malheureux quand je dessine pas et quand j'écris pas. Donc chacun règle ses petites névroses comme il peut, mais moi c'est une joie pas possible. J'ai besoin de faire le clown, j'ai besoin de raconter, j'ai besoin
Ensuite, oui, c'est l'histoire de Scheherazade où si elle raconte pas, on va lui couper la tête. Moi, je suis tout entier, le dessin, la peinture, la bande dessinée, pour moi, c'est tout entier dans un projet littéraire. Je ne suis pas demandeur qu'on me mette ça dans les arts plastiques. Pour moi, c'est comme ça qu'on écrit aujourd'hui. Si on veut être industriel, les grands succès de librairie en France, ce sont des bandes dessinées aujourd'hui. Quand on vous parle d'un grand succès de roman, il est en général très très loin derrière l'Arabe du futur ou Rochette ou je ne sais quel grand auteur actuel. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on écrit. La littérature de genre, la littérature de spectacle, la littérature introspective, on peine à trouver le genre que la bande dessinée n'explore pas. J'ai vu que maintenant, même Piketty, c'est en bande dessinée. J'ai ouvert, c'est pareil qu'à l'oral. Pardon. Et donc c'est là-dedans qu'on écrit. Oui. Tu publies des romans sans illustration. J'en ai dans mon sac, là, enfin des choses absolument étonnantes. Tu publies des carnets de dessin, des BD, donc celle-ci qui est absolument remarquable. Moi, j'en ai... Il faut en acheter deux. Je vous suggère d'en acheter deux. Parce que je voulais les offrir pour Noël. Voilà. Donc c'est absolument... Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, un des meilleurs romans que j'ai lu cette année. Je le dis, je suis un grand lecteur, et pas de bande dessinée, donc pour moi, il n'y a même plus de distinction là, entre les domaines. Tu publies des BD de toutes sortes, pour enfants, adultes, le tout est très fortement autobiographique. Alors, là, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble. S'agit-il de raconter l'histoire de sa vie en se délivrant de ses secrets, ou bien de déchiffrer une situation vécue, un événement, une relation amoureuse, par exemple, et de dévoiler ainsi quelque chose que seule l'écriture, le dessin peuvent faire exister et passer dans d'autres consciences ou d'autres mémoires? Vous dessinez tous ici? Il y a beaucoup de gens de l'école? Ah, parce que la question que tu poses, ouais, elle est... Bonjour, c'est des enfants? La question que tu poses, elle est contenue dans la question du dessin. C'est-à-dire que quand on commence à dessiner, la pire terreur, c'est l'artisanat. C'est-à-dire qu'à force de ne pas faire de dessin d'après nature, si on fait du dessin d'imagination tous les jours, au bout d'un moment, on dessine toujours pareil et ça s'endort. Donc pour le dessin, on a besoin de faire tous les jours du dessin d'après nature pour retrouver le truc. Donc quand j'ai détesté les premières bandes dessinées autobiographiques qui sont devenues un petit peu célèbres, et je ne vous dirai pas le nom des auteurs, parce que j'avais le sentiment que parfois c'était très mou, c'était mal foutu, et ils utilisaient l'argument « mais ça m'est arrivé pour de vrai, mais c'est mon drame », pour faire un livre emmerdant. Et quand j'ai commencé à faire des carnets autobiographiques, je me disais pas « je raconte ma vie ». Je me disais « je fais du dessin d'après nature, et je raconte ce que je vois, et j'utilise ma viande, j'utilise mon corps, mon vécu, mon machin, comme un véhicule ». Donc je crois que mes carnets de dessin, mes carnets d'écriture, sont autobiographiques par défaut, et relève exactement de ce que tu as dit. Il est de bon ton de plus citer Heidegger aujourd'hui, mais c'est du Dasein, c'est de l'être là. Je suis là, comme le tas de graisse de Joseph Beuys sur sa chaise, et je tiens compte de ce qui se passe autour. J'ai jamais eu, après ça, de grands projets autobiographiques avant la synagogue, tout simplement parce que depuis, il y a eu des chefs-d'œuvre en bande dessinée, en autobiographie, L'Ascension du haut mal de David B., les œuvres de Robert Crumb, les œuvres de Jomat, les œuvres, Riyad Satouf, c'est une évidence, enfin il y en a plein, et David B qui est le plus grand selon moi. L'Ascension du haut mal. Ou alors, Jomat, c'est intéressant pour l'obsession. Vous avez lu Jomat un petit peu? Il est extraordinaire de masochisme, c'est-à-dire que il adore regarder des images érotiques stéréoscopiques sur sa petite vidéo. Enfin, il a un petit truc de photo. Donc, il regarde ça, mais sa femme trouve ça pas bien. Donc, il raconte que sa femme lui dit que c'est pas bien. Il publie la BD. Continue. Il raconte que sa femme lui dit que s'il continue à faire ça, elle va le quitter. Il continue. Et après, il raconte que sa femme le quitte. Et moi, j'adore la constance du dans ce Jomat, j'aime beaucoup. Bon, toujours est-il que, voyant ça, je me suis dit, tous les mecs qui ont fait, ou les nanas, comment ça s'appelle, Julie Doucet, extraordinaire, tous les gens qui ont fait formidablement de l'autobiographie l'ont fait de manière chronologique. Ils racontent leur enfance, leur machin, leur drame, leur ceci, leur cela. Moi, j'ai deux problèmes. Le premier, c'est que j'ai perdu ma mère avant l'âge de 4 ans, donc c'est partout. C'est pas avant l'âge de 4 ans, c'est partout, c'est tout le temps, c'est quand je fais Petit Vampire, c'est quand je fais Le Mousquetaire, c'est quand je tourne avec Laetitia Casta, c'est partout. Donc c'est pas chronologique, et je suis nul en scénario.
Je ne sais pas raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin. Dès que je le fais, c'est un cauchemar. En revanche, j'étais bon en dissertation, la formation de philo. Donc quand je fais la synagogue, c'est une dissertation. Je me suis dit, il y a un thème, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la masculinité toxique. Pour le dire plus concrètement, c'est être le fils d'un avocat algérien niçois qui est avocat des putes, de la mafia et des banques, qui a un bonhomme qui fait peur à tout le monde, qui a son Alfa Romeo et qui a une nouvelle maîtresse tous les 2 jours. Et c'est aller dans le lycée où il y a eu Joseph Kessel et Romain Gary, qui sont des bonhommes énormes, et c'est être le petit gars au milieu qui rêve de combattre Hitler, mais manque de bol, il n'y a que des skinheads à Nice qui font moyennement peur. Et donc là, on va faire un livre sur la masculinité toxique, ou sur l'héroïsme, c'est le même mot, et du début à la fin, comme je suis sur une idée, je ne suis pas sur une chronologie. C'est à un moment j'ai 3 ans, à un moment j'ai 5 ans. La différence avec mes carnets, c'est que mes carnets, c'est au fil de la page. Après, je fais du montage, j'en jette. Vous en avez à peu près un tiers, mais c'est au fil de la page. Là, ça la fout mal pour un livre qui s'appelle La synagogue, mais sans Louis-Ferdinand Céline, j'aurais pas eu l'idée. Louis-Ferdinand Céline, il lui est arrivé quelque chose de formidable. C'est un grand écrivain, il rêve de faire du cinéma, il va aux États-Unis, ça se passe très très mal, il s'imagine que tous les producteurs sont juifs, donc il revient, il est anti-juif. Coup de bol, entre-temps, sa frustration du cinéma, comme Sampé qui dit « je dessine bien les musiciens parce que je ne sais pas faire de musique », sa frustration du cinéma, il l'a mis dans l'écriture, et il réinvente le roman français par 2 choses. D'abord, ce que Gainsbourg va reprendre formidablement par une écriture musicale, par une écriture presque swing, c'est-à-dire qu'on entend claquer les syllabes avant même leur sens. Il fait semblant de venir du peuple, mais si vous voulez, il venait pas plus du peuple que d'un autre. Il utilise la langue quand elle lui plaît. Et l'autre chose, c'est le montage cinématographique. C'est que Louis-Ferdinand Céline, il écrit sur des feuilles volantes, il met chaque chapitre dans des pinces à linge. Alors j'ai entendu un abruti qui m'a dit il y a 2 semaines, le style c'est de droite, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas dire comme connerie. Et donc, il met ça dans des pinces à linge, et ensuite il fait du montage. Il enlève, il remet... Bon, moi, pour la synagogue, j'ai essayé d'enjuiver la méthode. J'ai écrit toute mon histoire, et ensuite j'ai rangé. J'ai fait des chapitres, j'ai fait des... Et quand ça claquait comme je voulais, je déclame. Quand à l'oral ça allait, je me suis mis à dessiner. Donc c'est très difficile. Si tu veux, il y a la vraie vie, mais il y a toutes les modalités de la vraie vie. Je crois que quand j'ai fait le journal sur le festival de Cannes, c'était de la bande dessinée de reportage. Quand Charlie Hebdo m'a appelé pour faire le livre du procès des caricatures, je ne sais pas ce que c'était, si c'était du reportage, si c'était une réflexion, je ne sais pas. Mais il y a toujours l'idée du dessin d'après nature, qui va revenir, y compris dans les fictions. C'est-à-dire, moi, les vraies histoires, les histoires vraies, je les mets dans les fictions. C'est-à-dire les histoires d'amour, les histoires de sexe, les histoires de trahison. Je peux pas dans une autobiographie, je vais toujours me dessiner petit garçon parce qu'on est tranquille, c'est mignon. Quand je veux aller dans du scabreux, je vais faire des mousquetaires et des vampires. Mais en même temps, tu prends souvent le risque du ridicule, ah oui. Des sarcasmes, en te prenant pour l'objet de tes livres et de la BD. Sont les faux fuyants de la fiction. Est-ce que c'est un risque assumé? Ah oui. Ça me paraît très important, et c'est un problème conjoint des Belges et des Juifs. C'est le problème qu'a la France avec le ridicule. C'est-à-dire que, moi, là, vous ne pouvez pas l'imaginer aujourd'hui, mais quand j'étais adolescent, il était de bon ton de ne pas lire Romain Gary. Romain Gary était très mal vu, parce que c'était censé être un auteur grotesque, picaresque, incompréhensible, tout ce qu'on veut, pour une raison simple. Moi, j'ai tendance à dire que le judaïsme est un courant littéraire. Tu as une manière tragicomique d'écrire qu'on trouve chez Isaac Bashevis Singer en Europe de l'Est ou chez Isaac Babel, qu'on va retrouver chez Saül Bellow ou chez Philippe Roth aux États-Unis. Et par hasard, ce style d'écriture a enfanté Romain Gary, qui, né en Lituanie, se retrouve à Nice, se retrouve dans les avions avec De Gaulle, parce que De Gaulle attendait des chrétiens, c'est Gary qui est arrivé. Et cette manière d'écrire, on ne l'a pas comprise. Donc ce tragicomique-là, nos amis belges qui n'ont jamais peur d'être salauds, qui disent quand il y a un bon romancier français, vous inquiétez pas, il est belge, ils n'ont pas totalement tort. C'est qu'il y a une manière... J'ai eu la chance de croiser Topor quand je suis arrivé à Paris. Quand on voit les lettres qu'écrivait Pasquine à l'Académie quand il était ici, Pasquine était bulgare, il y a une manière qu'ont les étrangers de s'emparer de la langue française et de la faire sonner jazz, de la faire sonner tragicomique, que les Français n'osent pas. La terreur du romancier français ou de la romancière française, depuis le XVIIIe siècle, c'est d'être ridicule. Vous voyez très bien qu'à chaque génération, il y a un petit créneau idéologique, qui soit de gauche, qui soit de droite, qui soit pétainiste, qui soit maoïste. C'est exactement... Les écrivains et les juges sont 2 corporations françaises qui subissent très peu de purges. Donc c'est les mêmes, quels que soient les mouvements. Et
ils vont chanter avec l'époque, parce que sinon ça se passera mal. Donc vous allez voir, je suis le premier auditeur de France Inter, c'est ma maison, c'est ma religion, je les écouterai le matin. Mais vous voyez très bien que quand on arrive à France Inter le matin ou à France Culture, il faut qu'on donne un gage idéologique pour dire, non pas je suis de gauche, pour dire je suis d'accord avec l'époque. Ce serait Mao, ce serait Mao, ce serait Pétain, c'est exactement pareil. Celui ou celle qui n'y va pas, qui dit vous m'emmerdez, ça va se passer moyennement. Et alors après il y a l'histoire. C'est-à-dire Gary, de son vivant, ça s'est passé très moyennement. Quand Gary explique sa note de suicide, pour revenir à ta balle dans la tête, et qui dit rien à voir avec Gene Seberg, c'est sans doute son plus beau mensonge. Cependant, pourquoi il se crée un pseudonyme? Pourquoi il revient avec son amertume partout? C'est pas seulement l'accusation d'être un métèque. Parce que on pardonnera à Drieux La Rochelle, à Céline, à qui on veut toute leur collaboration. On pardonnera jamais à Romain Gary d'avoir résisté. Parce qu'en faisant ça, il fait honte à tout le monde. On pardonnera jamais à Desnos. Souvenez-vous, on pardonne jamais à celui qui a du courage et qui se comporte bien. On pardonne toujours aux minables. Et il y a une chose qui revient chez Gary tout le temps. Personne ne lit jamais. Ce que voulait dire Gary avec Émile Ajar, c'est que quiconque lit Gary, ouvre Ajar, au bout de 10 lignes, il sait que c'est Romain Gary. C'est même pas... Le fait que les gens ne l'aient pas vu, ça veut dire que les gens ne lisaient pas. Et pour avoir la chance... Alors l'avantage d'une bande dessinée, c'est que ça se lit en 10 minutes en allant au cabinet, donc en général on les lit. Le grand secret de la littérature française, c'est que personne ne lit jamais. Les éditeurs ne lisent pas, les journalistes ne lisent pas, les auteurs évidemment ne lisent pas. Quand tu es invité dans une émission, tu t'imagines bien que tu lis pas les livres des copains. Et donc en fait, on vit sur une supercherie absolue. Les seules personnes qui lisent sont les gens malheureux, qui ont le temps pour ça, et qui trouvent un auteur. Donc l'espèce de communauté de malheur entre... Le sens de la nuance. La communauté... Oui, bah, on n'a pas le temps, tu m'as dit il faut finir avant le match, donc je suis obligé d'aller... Mais les moments... Moi, j'assiste à ces moments religieux. Vous savez, les auteurs disent beaucoup plus la vérité que ce qu'on s'imagine. Je vois ces rencontres presque religieuses où on va signer en province avec mes copains, mes copines. Par exemple, Amélie Nothomb, elle est extraordinaire. Et elle a le sens de tout ça, parce qu'elle est belge, donc elle comprend tout ça. Quand on voit ces lecteurs et ces lectrices qui lui tiennent les mains, comme on faisait avant avec le roi de France, parce qu'ils espèrent... Et là, je pense au banquet de Platon où Socrate dit aux jeunes comédiens je peux entrer dans toi, mais la sagesse ne passera pas par là. Donc, il est pour qu'on couche avec ses lecteurs, mais le talent littéraire passe pas par là. Et là, il y a quelque chose Moi, je pense que le suicide de Romain Gary, c'est ça. Le suicide de Romain Gary, c'est vous lisez plus. Donc il y a l'envie désespérée d'être encore... Alors, ce à quoi répond, parce que ça c'est méchant, mais c'est beaucoup moins méchant que Clément Rosset, qui a été mon maître, il m'a tout appris, à commencer par le banquet de Platon. Le seul reproche qu'il m'ait jamais fait, c'est d'être hétérosexuel, et je dois dire, je comprends ce qu'il me reprochait, parce que j'aurais doublé mon lectorat, et il faut être un peu concret, on essaie de vendre des livres. Les 2 catégories de lecteurs les 3 catégories de lecteurs que je connais qui lisent le plus, ce sont les juifs, les homosexuels et les japonais. Les japonais, ils sont un peu loin. Je pense que si j'avais fait un petit effort, d'abord j'aurais un meilleur transit, et ensuite je vendrais davantage. Bon, ça s'est pas fait, mais honnêtement, il y a encore temps. Mais à part ce reproche que m'ait fait Clément Rosset, il a dit une phrase extraordinaire. Il m'a dit « La pire chose qui puisse vous arriver », et il parlait de mes lecteurs et mes lectrices, « La pire chose qui puisse vous arriver, ce serait qu'ils vous comprennent. » Donc voilà, je suis entre Romain Gary qui regrette qu'on ne le lise pas et Clément Rosset qui était ravi quand on ne le comprenait pas. Et à chaque fois que j'ai cité Clément Rosset pour une chose extraordinaire qu'il disait, j'avais un coup de fil le lendemain en disant « C'est très gentil de m'avoir cité, mais je n'ai jamais dit ça. » Ce qui était faux. Par exemple, je vous en dis une parce qu'elle va vous sauver la vie. La phrase de Clément Rosset qui détestait le bonheur mais qui adorait la joie, qui disait « Ma compétence philosophique est tout à fait périphérique, mon vrai métier c'est l'alcool », il avait une phrase géniale, il disait « La joie est indépendante du phénomène ». La joie est indépendante du phénomène, ça veut dire, pour le dire dans la langue d'Alain Chabat, tous les matins tu te réveilles et tu décides soit tout est grave, soit rien n'est grave, libre à toi de choisir le rien n'est grave. Ça, c'est tu acceptes la permanence tragique, tu acceptes que quoi qu'il arrive, ça va mal se passer, comme chez White Lotus, les riches, on voit très bien, ils vont aussi mal que nous. D'ailleurs, on est riches. Enfin moi. Modérément, je vais à Londres, je suis pauvre. Je vais à Paris, je suis middle class. Je vais à Nice, je suis pauvre. En Bourgogne, ça va. Je songe à acheter là-bas. Mais la joie est indépendante du phénomène, c'est formidable. C'est de toute façon, ça va mal se passer, mais tu as le droit de rigoler. Clément Rosset. Clément Rosset. Une autre, après j'arrête. Et il jurait qu'il n'avait pas dit ça. Et ça, c'est contre toute la philosophie, c'est contre les idées, c'est contre tout. Et réfléchissez, c'est vrai. Dès que tu approfondis,
tu quittes le réel. Réfléchissez, vous allumez la radio, vous entendez un spécialiste de quelque chose, que ce soit Jean Covici ou Piketty ou n'importe lequel de ces gens à qui vous donnez leur argent tous les jours parce que vous avez l'impression qu'ils vont vous rendre moins con. Dès qu'il faut plus de 5 minutes à écouter leur théorie, on a fait ce qu'a reproché Rosset, il dit « tu as approfondi, tu as quitté le réel ». Le réel, c'est la surface de l'eau. Dès que tu vas approfondir, tu es en train de faire ta branlette, et c'est très bien, mais tu parles d'autre chose. Et l'avantage du dessin, nous on est dans un pays d'éditorialistes, on est dans un pays où on a des opinions, les gens savaient ce qu'ils pensaient sur la Russie avant de savoir. L'avantage du dessin, c'est que pendant quelques instants, même des grandes gueules comme moi, on va dessiner et fermer notre gueule. Donc la prise en compte du réel avant l'opinion, c'est très très difficile en France, mais le dessin aide à cette décollation. Pardon. Clément Rosset, un philosophe que Ah non, Thomas c'est mon Lévidan, maître, je lui dois tout. Thomas Lévidan, qui a été aussi un de nos invités, revendique beaucoup, qui est peintre. Je voudrais maintenant parler d'une chose qui m'a étonné dans la synagogue, toujours ce extraordinaire roman graphique, je ne sais pas si tu aimes l'appellation, mais en tout cas, cette bande dessinée, parce que bande dessinée, ce n'est pas péjoratif, donc cette bande dessinée parue chez Dargaud, il y a des photos. Alors, ça m'a beaucoup étonné parce que il y a d'autres auteurs qui l'utilisent. Par exemple, Annie Ernaux, je ne sais pas si tu te sens proche d'elle, mais elle ressasse aussi beaucoup d'événements, comme toi tu ressasses, et différemment, parce qu'elle va utiliser le roman, elle va utiliser le journal pour revenir sur les mêmes éléments. Toi, tu fais ça aussi, puisqu'on va retrouver souvent les mêmes éléments autobiographiques dans à la fois le carnet de dessin, dans le roman, dans la bande dessinée. Et là, cette fois-ci, il y a les photos. Et je voulais te demander quel est ton rapport, justement, à la photographie, à l'image. Est-ce que toi, tu dessines toujours sur le motif ou est-ce que tu utilises de nombreuses photos que tu archives, qui reviennent dans ton travail? Je voulais vous montrer, vous voyez, à la fin du roman, on trouve une quantité d'images qui sont des images de famille, des images de lieux qui parcourent tout ce récit. Alors, c'est une question vaste. Je voudrais aller sur la réponse beaux-arts, sur la photographie. La chance, c'est qu'il y a des artistes qui écrivent, et il y a 2 de mes artistes favoris qui ont beaucoup écrit sur la photographie, Eugène Delacroix dans son journal, et Robert Crumb dans ses nombreux carnets. Et tous les 2 disent exactement la même chose. Ils disent « Seuls les meilleurs dessinateurs parviennent à dessiner d'après photo ». Puisque la magie du dessin, ce qui fait que vous allez être... Moebius le disait autrement. Moebius le disait, l'appareil photo et nous, on essaye d'attraper le réel, mais l'appareil, ce qu'on l'a, il y parvient. Et ce qui nous plaît dans le dessin, c'est la tentative, avec nos 2 yeux, de mettre sur un seul œil une image qu'on a captée vaguement. Donc le lecteur ou la lectrice ou l'observateur va attraper notre tentative ratée pour saisir le réel, avec des outils qui sont différents de ceux de la photographie, ceux du cinéma, ceux tout ça. Pourquoi et Delacroix et Robert Crumb disent que c'est difficile? Parce que dès qu'on se met face à une photographie, on va tout figer et on va faire du plâtre. Donc, moi, ma technique, je viens du dessin d'après nature, donc j'ai besoin de regarder, de machin comme ça. Ce que j'explique souvent à mes élèves, c'est la façon dont on dessine d'après nature les Japonais. C'est-à-dire, il y a une technique japonaise qui consiste à mettre votre feuille derrière vous. Donc vous regardez votre dessin, vous êtes la montagne, je regarde mon modèle, et je me tourne et je dessine. Donc il y a le petit temps de médiation entre l'objet et sa synthèse. La technique que j'ai pour dessiner d'après photo, c'est que si je veux par exemple raconter cette soirée d'après photographie, je vais prendre mon téléphone portable et je vais faire 30 photos de vous tous. J'ai 2 grands écrans à la maison, je vais afficher toutes les photographies, et je vais dessiner en regardant aussi brièvement que si je faisais du dessin d'après nature, et en ne me fixant pas sur une seule image, mais en les voyant toutes. Donc là, j'aurai la versatilité qu'a... Bon, voilà, ça c'est comment on dessine d'après une photo. Je crois que c'est difficile, c'est inconfortable, et on le fait quand on n'a pas le moyen d'être sur le motif. Pour mes dessins pour Paris Match, je m'efforce d'aller, ou ça c'est du masochisme pur, en BD j'arrive à peu près, dessin de Paris Match, je suis nul, j'essaie de progresser, j'aimerais bien que ce soit aussi bien que Sampé, je n'arrive pas à la cheville, Christophe Blanc m'appelle, en me disant c'est de la merde, il n'y a pas tort. Parce que je lui dis mais je suis nul en couleur, il dit bah tu fais comme les autres, tu fais un effort, bah j'essaye. Donc j'essaie, et là Paris Match, Sampé il faisait tout d'imagination, moi je vais dans les rues. Je vais dans les rues, je fais des petits croquis, je fais des petites photos, et franchement je galère. Donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me dire. La synagogue c'est un petit peu différent, c'est que
j'essayais de me rappeler de mon enfance et de mon adolescence, qui sont des territoires proches et lointains. Et à chaque fois, j'avais des souvenirs et je me disais, c'est bizarre, est-ce que ça s'est passé pour de vrai? Et j'ai eu besoin de faire de la documentation après l'écriture. J'ai écrit, je me suis documenté, j'ai fait les dessins, et comme il y a une volonté pédagogique, c'est un bien grand mot, mais je voulais rappeler que c'était pour de vrai, j'ai fait des recherches sur l'extrême droite, les néo-nazis dans le sud de la France à cette époque, et j'ai mis les photographies. Et comme je raconte mon père, playboy, machin, ceci, je me dis, merde, je veux pas qu'il s'imagine que j'idéalise mon père. Comme la plupart des gens qui disent, oui, mon père... Non, non, mon père était vraiment super beau. Il était super beau d'une manière qui était compliquée pour un adolescent, compliquée pour se construire, compliquée l'éveil de la sexualité. Quand ton père s'envoie une maîtresse différente derrière le mur, que tu les entends et qu'elles sont plus jolies que les nanas dans Mad Men, tout ça c'est compliqué. Donc j'avais besoin de montrer comme il était beau, et comme j'ai un petit compte à régler avec le créateur, même s'il n'existe pas, j'avais besoin de montrer à quel point ma mère était belle, qui est décédée avant 26 ans. Voilà. Donc, et il y a un lieu... La photo, c'est un tabou absolu pour le dessin, parce que vous vous embêtez à faire quelque chose, et le moment où vous montrez la photographie, d'une certaine façon, ça casse tout. Et là, j'avais besoin que ça lutte, que ça continue, et que ça fasse encore partie du livre, que ce ne soit pas un appendice. Il y a ça, et il y a ensuite dans les carnets, parce que moi je suis auteur jeunesse, donc je sais dessiner des enfants, je sais me dessiner aujourd'hui, parce que malheureusement je vois l'état des choses, je ne sais pas dessiner un ado, parce que c'est bizarre, parce que ça change tout le temps, parce que tout ça, donc j'ai eu besoin à un moment dans les carnets, c'est assez masochiste comme exercice pour ceux qui comme moi arrivent à la cinquantaine avec 100 et quelques kilos, mais j'ai eu besoin de sortir des photos de quand j'avais 6 ans, 14 ans, 15 ans, 50 ans, et je les ai mis sur 2-3 pages et j'ai essayé de dessiner ma tête. Il y a un petit événement aussi en ce qui concerne la diversité. Quand j'étais au collège, quand j'étais petit, il y avait une élève vietnamienne qui était terrifiée parce qu'on lui avait dit qu'il y avait une chinoise à l'école et elle a découvert que c'était elle. Bon, moi c'est un peu la même chose. J'ai fait mes dessins de la synagogue, je me dessine à dos et j'envoie à ma coloriste, Brigitte Findakli, qui vient d'Irak, qui colorie le chat du rabbin depuis plus de 20 ans. Et elle me renvoie... Franchement, elle me renvoie un mec très bronzé quand même en ce qui me concerne. Et j'ai dit, Brigitte, excuse-moi, mais tu m'as, je sais pas si tu m'as enjuivé ou arabisé, mais j'étais pas bronzé comme ça quand même. Et elle me dit, mais enfin, je t'ai fait la même couleur que Zlabia dans le chat du rabbin. Zlabia, c'est une juive d'Algérie. Je dis oui, mais enfin, ça n'a rien à voir, elle était en Algérie. Et je suis allé voir des photos de moi ado. J'étais encore plus bronzé que ce qu'elle a colorié. Mais je n'en avais pas conscience. Et ce qui était mieux, ma grand-mère était très méchante. À chaque fois qu'un juif d'Algérie s'habillait bien, elle disait le mozabit a mis le pantalon. Ça veut dire t'essaies de t'intégrer. Et je mesure que la façon dont je m'habillais quand j'étais ado pour passer inaperçu, je ne pouvais pas avoir l'air encore plus maghrébin que ce que je faisais. C'est-à-dire que je mettais la petite chemise blanche, la petite veste un peu trop grande pour moi et la petite cravate en cuir. Voilà. J'ai eu la même chose il y a quelques années. J'avais une copine algérienne. À chaque fois que je la voyais, je l'emmenais à l'hôtel Meurice. Et elle me dit, mais tu sais, son père est réalisateur. Elle me disait, mais t'es autant blédard que mon père, t'as besoin d'amener tes meufs à l'hôtel Meurice. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut accepter. Et ma grand-mère disait, le mozabit a mis le pantalon. Donc voilà, l'image de soi, c'est un sujet, et la photographie. Il y a une anecdote aussi sur les photos de la fin. J'ai trouvé, j'ai le droit de faire de l'antisémitisme, je suis juif. Non, faut pas dire ça parce qu'il paraît qu'il y a des juifs antisémites, mais moi je suis un bon antisémite. Il y a à la fin du livre, j'ai voulu mettre une photo de mon Talmud Torah. Il y a 100 petits juifs. Je me suis pas retrouvé, mais je sais que j'y suis. Je sais qu'il y en a un, c'est moi. Mais voilà. C'est pour ça que j'ai fait 3 enfants à des blondes aux yeux bleus, comme ça, sur un malentendu, si les Allemands reviennent, ils les prendront pas en premier. Voilà. Allez. Vous êtes passé, donc on a parlé de rapport à la photographie, je sais que tu passes, je sais que tu passes aussi beaucoup de temps dans les cafés à dessiner, c'est ce que tu racontes là sur le vif, ça peut créer parfois des malentendus. Mais de la photo, tu es passé presque logiquement au cinéma. Ça a été aussi un grand moment dans la carrière qui a fait que déjà le grand public avait appris à te connaître avec le chat du rabbin, puis le cinéma, le Gainsbourg bi-héroïque a été justement récompensé. Je l'avais vu à l'époque, je l'ai revu il y a une semaine pour justement, parce qu'il était difficile à obtenir, mais j'ai réussi à aller sur un site illicite et à le voir. Et je dois dire que le film est remarquable. Alors comment es-tu passé? Et à l'intérieur, tu n'as pas intégré des séquences d'animation,
mais il y a quand même un personnage qui semble un personnage d'animation. Comment tu circules maintenant du film animé, du film de fiction avec personnage, de la bande dessinée? Est-ce que tout ça, c'est quelque chose de naturel, de la photo? Est-ce que c'est ça ton côté opératique? Tant qu'il y a le dessin au milieu, oui. Tant qu'il y a le dessin au milieu, oui. En fait, l'histoire du cinéma, ça s'est fait parce que Le Chat du Rabbin s'est très bien vendu et je disais non à tous les projets d'adaptation. Et après 8 refus de ma part de gens un peu célèbres, les éditions d'Argos se sont un peu énervées, se sont dit écoute, tu motives même pas tes refus, là même d'un point de vue industriel, tu fais de l'obstruction à la promotion de ton œuvre. Et je me rappelais de Hugo Pratt qui disait mais Corto Maltese c'est mon jouet, je comprends qu'ils aient envie de s'amuser avec, mais j'ai envie de jouer aussi. Et au bout d'un moment, Dargaud m'a dit mais dans ce cas-là, si tu veux personne, t'as qu'à le faire toi, Le Chat du Rabbin. Et j'ai dit j'y connais rien. Ce à quoi un producteur a eu la gentillesse de me dire pour faire son premier film, il importe de faire son premier film. J'ai trouvé ça très bien. Et j'ai créé une société de production parce que je voulais produire. Et parce que Roger Corman a dit une chose extraordinaire. Il a dit pour la peinture à l'huile, le médium c'est l'huile. Pour le cinéma, le médium c'est l'argent. Donc en réalité, j'avais besoin d'être producteur, surtout en animation, pour savoir où on mettait le pognon. Bien m'en a pris. Parce que c'est des choix qui déterminent. Bon. Et j'ai commencé à produire Le Chat du Rabbin, je m'amusais beaucoup. Et là, on a commencé à me proposer des films live, comme on dit, avec de vrais comédiens. Et comment on passe d'une forme aussi solitaire qu'est le dessin, même si tu as à une équipe énorme? C'est ça, parce que je m'ennuyais. Parce que je voulais voir du monde. Enfin, vraiment, là, vous me trouvez bavard, mais à la maison, je dessine 10 heures par jour, je parle à personne, enfin, sauf au bébé, parce que le pauvre, il est obligé. Mais c'était l'envie de voir du monde. Et alors, dès que j'ai dit, je veux faire Gainsbourg, parce que moi, je voulais faire une comédie musicale. Après, j'ai appris le mot biopic, ça m'a embêté. Et on m'a dit, mais vas-y, de toute façon, la famille dira jamais oui. Coup de bol, ils ont dit oui. Et je me suis beaucoup amusé. J'étais content de rencontrer des comédiens. Comme j'y connaissais rien du tout, tous les techniciens, je leur faisais des petits dessins. Ils me répondaient d'autres dessins. Donc là, on s'est très très bien entendu. J'ai rencontré mon chef qui était Guillaume Schiffman, qui est un très grand chef opérateur. C'est marrant, tu me parlais d'Annie Arnaud tout à l'heure, c'est la même chose. Je rencontre Guillaume Schiffman et il me dit, qu'est-ce que t'aimes au cinéma? J'adore Abdelatif Kechiche. Je lui dis, j'adore. Je voulais parler d'un truc contemporain, pas toujours sortir mes vieux films. Je lui dis, j'adore Abdelatif Kechiche. Je vois la gueule qu'il fait, je comprends qu'il déteste. Je lui dis, t'aimes pas? Non, mais ça m'intéresse de savoir que toi t'aimes ça, et ça m'intéresse de voir que tu considères que c'est du cinéma. Alors, là, je me suis dit, tiens, et là, je découvre cette époque bénie en France où pour visser une ampoule, il faut 10 personnes, c'est-à-dire qu'il y a 5 personnes autour de la caméra, etc. Et en plus, tu découvres que c'est pas juste pour faire plaisir au syndicat, c'est qu'ils servent vraiment à quelque chose. Et là, il y a une ingénierie technique qui m'a passionné. J'ai adoré finir mes 2 films dans les temps et dans le budget. J'étais si fier de ça. J'ai eu beaucoup de mal à travailler après le Gainsbourg parce que les gens s'imaginaient que c'était un film très cher. À l'écran, il y a 11 millions d'euros dans le Gainsbourg, une année où Lucky Luke a coûté 30 millions d'euros. Lucky Luke que vous avez peut-être oublié parce qu'il a eu moins, je crois, de répercussions. Mais j'ai adoré faire ça. J'adore les comédiens. C'est les seules personnes plus compliquées que moi, j'adore tout ça. Donc à chaque fois que je peux, j'y vais et je les dessine d'après nature. Quand j'y suis, les robes c'est sur mesure, les coiffures c'est sur mesure. On s'imagine qu'il n'y a que la caméra qui est compliquée et on découvre que la coiffure c'est autant technique que la caméra. Non, c'est super. C'est vraiment super tout ça. Il y a une chose qui m'a aussi marqué. Tu parles des scènes de sexe au cinéma et des scènes de sexe avec le dessin. Tu dis que le sexe de dessin, c'est une incarnation et qu'avec le cinéma, ça ne l'est pas. Et tu dis même qu'à un moment, je ne sais plus exactement quelle est la formule, j'ai cherché tout à l'heure, et tu dis qu'il y a quelque chose de dégueulasse dans les scènes de sexe au cinéma, de la façon dont c'est tourné. Alors, est-ce que c'est une histoire d'incarnation et d'incorporation? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autoritaire dans le... J'ai pas saisi ce que tu voulais dire. Non, je crois qu'on a un sujet profond qu'on explore peu en fait depuis. J'ai la chance d'être très proche de Guillermo del Toro et je lui ai demandé, je lui ai dit qu'est-ce que, au moment où MeToo commence à exploser aux États-Unis, c'est pas encore arrivé chez nous d'ailleurs il y a quelques années, et je lui dis qu'est-ce que tu penses de ce qui est en train de se passer aux États-Unis? Et il me dit écoute, c'est extraordinaire pour une raison simple, c'est que dans cette industrie, les femmes ont tout subi depuis la création du cinéma, depuis le muet. C'est normal que ça explose, c'est normal qu'il y ait cette rage, même si elle est injuste, même si elle tape à côté, même si etc. Et ça va amener quelque chose d'intéressant.
Et après ça, on a eu une discussion plus profonde sur le sens d'un film, ce qui fait qu'un film vous marque, et ce qui fait que je crois qu'il y a autant d'agressions sexuelles dans tous les métiers. Je crois que chez les vendeurs de chaussures, il y a autant d'abus sexuels que dans le cinéma. Mais le cinéma nous électrise tous parce que c'est une industrie du désir. Parce que le rôle du cinéma, c'est pas de faire un bon film. Le rôle du cinéma, c'est de capter le désir d'une population, quel que soit l'endroit où il se trouve, quel que soit ce qu'il va dire. Donc, sur les épaules des comédiens, des metteurs en scène, des scénaristes, il y a le désir d'un peuple, le désir d'une population. Il y a deux manières de faire. Soit on fait malgré les comédiens, c'est-à-dire on les arnaque. On leur dit pas ce qu'on fait, on leur dit pas ce qu'on montre. J'ai un comédien que je citerai pas qui a vécu un cauchemar chez un metteur en scène, c'est pas des francophones. Il devait être nu pendant une scène et on lui avait promis qu'on verrait que son visage. Et il va voir le film en projection et il découvre qu'il y a un gros plan sur son sexe, il n'était pas au courant. Moi, j'adore le malaise, j'adore l'intime, j'adore la pornographie et j'adore mettre mal à l'aise le spectateur, pas les comédiens. Donc moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est mes comédiens et moi de mettre en scène une intimité qui va mettre mal à l'aise le spectateur. Je suis pas là. En fait, je déteste le pour de vrai. Je crois que c'est Marco Bellocchio qui a dit je ne ferai pas confiance à un comédien qui pleure pour de vrai. J'adore ça. Tout ce qu'on vit depuis la Grèce, tout ce qui fait qu'on est une civilisation, donc on va sortir l'Amérique et la Chine de ce paradigme, tout ce qui fait, parce que l'Amérique et la Chine c'est pour de vrai, ce sont des civilisations du concret, c'est l'acteur studio. Ce que j'appelle la civilisation, c'est le monde de la représentation. C'est le monde où le terme « je » a plus de valeur que l'image volée. Moi, je déteste quand un réalisateur te dit qu'il est capable de faire jouer n'importe qui. C'est-à-dire, c'est formidable, dans ce film, il n'y a que des gens qui ne sont pas comédiens. Moi, je préfère que mon boulanger il sache faire du pain, hein, franchement. Et je préfère que mes comédiens y jouent. Et je trouve, regardez en ce moment dans White Lotus et vous avez Jennifer Coolidge dans 2 séries en même temps en ce moment, c'est pas la même. Elle joue 2 personnes complètes. On dirait, quand on regarde White Lotus, que Mike White lui a volé des images. En fait, non, c'est tout à fait ce qu'elle fait. Et quand elle est dans ses Watchers ou je sais pas quoi en même temps, elle joue un personnage complètement différent. Donc voilà, ce que je trouve dégueulasse, c'est quand on vole quelque chose à un comédien ou à une comédienne. Et il y a quelque chose d'encore plus compliqué, et ça a été la première difficulté du film de Gainsbourg, c'est que j'ai choisi de montrer Gainsbourg enfant, et j'avais un petit comédien enfant, donc, qui joue pendant un long moment du film. Et comment on joue avec un comédien enfant, quand il doit exprimer des émotions profondes, des choses, si on n'est pas capable de le faire comme avec un adulte, il ne faut pas le faire. C'est-à-dire, je fais comme je ferais avec mes propres enfants, c'est-à-dire que je m'assieds à sa hauteur, je lui explique ce qu'on va faire dans la scène. C'est des trucs compliqués, il doit se disputer avec ses parents, à un moment il se dispute contre un nazi, il fait des trucs bizarres. Et j'ai besoin de lui expliquer ce qu'on fait. Je sais que ça donne de très beaux résultats, mais je n'aime pas le comédien qui a besoin de pousser à bout, le metteur en scène qui a besoin de pousser à bout les gens pour leur voler quelque chose, pour ceci, pour cela. Voilà, c'est peut-être là que je mettais du dégueulasse. C'est dans l'oubli du jeu. Et alors, avant de passer la parole au public, je voudrais juste te poser une question. Est-ce que tu as d'autres projets cinématographiques? Qu'est-ce que tu prépares après ce magnifique On s'en fout quand on est mort, qui est donc publié, ce carnet de dessins et biographique, hein, qui est chez Gallimard, et la bande dessinée Synagogue qui est chez Dargaud? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont apparaître? Est-ce qu'il y a un gros projet dont tu peux nous parler? Oui. D'abord, je suis très heureux d'avoir un atelier aux Beaux-Arts pour la 6e année. C'est quelque chose de très important dans ma vie. Je pense que je ne sers à rien à mes élèves, mais eux, ils m'apprennent plein de choses. Et je suis très triste. J'ai la chance d'avoir une fille de 22 ans et un fils de 19 ans. Et je suis très triste de ce moment de la cinquantaine où on commence à se croire plus malin que la nouvelle génération et on crée des conflits idiots à force de ne pas les écouter. Et moi, j'essaie de prendre le parti, même si je suis très prétentieux, qui sont moins cons que moi, ne serait-ce que parce que je vais mourir avant eux. Donc, de toute façon, c'est à eux la planète. Et ça m'intéresse beaucoup de venir ici pour apprendre des choses, de ce dont ils rêvent, de ce qui les rend tristes, de ce qu'ils essayent de faire, de tout ça. Donc, c'est bête à dire, mais là où je suis, la chose la plus importante de ma vie, c'est de venir ici une fois par semaine parce que c'est là que j'ai l'impression de progresser. Une fois qu'on a dit ça, je continue à faire des bandes dessinées, je fais la suite du Chat du Rabbin
Et j'ai beaucoup de projets de cinéma et de séries télé. On a créé une boîte de production il y a 3 ans. On a développé beaucoup de choses avec Aton Soumage, qui est un garçon formidable. Et on a, à l'heure où on vous parle, une société qui possède un bureau à Paris, un bureau à Londres, un bureau à Tel Aviv. Et on est en train de créer beaucoup de télévision et beaucoup de cinéma. Il est un peu trop tôt pour en parler, mais pour vous donner une idée... Enfin, ce que j'aime beaucoup dans les plateformes de télévision, c'est que, par exemple, le numéro 1 mondial depuis 3 jours, c'est le Pinocchio de Guillermo del Toro, qui, s'il était sorti en salle, aurait fait 200 000 entrées. C'est un dessin animé dans lequel tout le monde meurt et dans lequel il y a Mussolini et dans lequel, à un moment, il y a une marionnette qui met du caca sur la tête de Mussolini. Premier au monde. Donc, dans ce contexte de liberté, je vous raconte juste un projet pour vous dire à quel point c'est un peu infaisable. On est en train de faire écrire par un militaire israélien à la retraite et une scénariste iranienne une série en yiddish adaptée de ma BD Klezmer qui va raconter des juifs à Odessa en 1900 qui posent leur violon et qui tuent des Russes. En yiddish. Et on veut tourner en Lettonie. C'est pas fait au jour où je vous parle, mais il y a une certaine noblesse à aller sur des projets casse-gueule. J'ai aussi envie de faire des films d'horreur. Voilà, on verra bien. Puis sinon, je ferai des BD, ça se passe très bien. Merci, Johan Sfar, d'avoir Merci beaucoup. été avec nous ce soir. Merci beaucoup.